Bonjour à tous. On va donc démarrer la deuxième table ronde avec la thématique qui est s'informer et être accompagné grâce aux outils numériques, parce que quand on apprend qu'on a un cancer du sein à l'annonce, et puis pendant le parcours de soins et même après, on a sans cesse des questions qui nous viennent. On n'a pas toujours la réponse en consultation parfois, puis il faut aussi attendre les consultations, hein. Et donc, on va chercher les informations sur le net, dans le chat GPT, enfin, là où on peut. Et on va voir qu'il y a des sites qui donnent de bonnes informations et puis des sites qui sont un peu moins, pour lesquels on peut faire un peu moins confiance. Et donc, cette session va être une table ronde. On a la chance d'avoir une patiente qui est Julie. Bonjour. Et puis quatre experts. Alors, une neuropsychologue, Agnès Ruscassier, Vincent Nicolai, oncologue, Dimitri Gangloff, qui est chirurgien, et Muriel Richle, qui est diététicienne. Voilà. Je laisse la parole à Julie, qui va animer. Hein. Animer, je ne sais pas. Mais voilà. En tout cas, je pense que comme beaucoup d'entre vous, je me suis posé des questions. Et aujourd'hui, je viens vous présenter un peu ces questions que je me suis posées, en espérant que ça réponde aussi un peu aux vôtres. Donc, moi, je m'appelle Julie, comme ça a été dit. J'ai 41 ans et j'ai traversé ce que j'aime bien appeler mon thriller médical à moi, et avec un happy end pour l'instant. Donc, j'en profite aussi un peu. Et quand on m'a appris que j'avais une tumeur ACR5, sur le coup, je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. J'ai juste compris qu'il fallait aller vite. Donc, il y a des rendez-vous qui se sont enchaînés, il y a des choses qui se sont enchaînées très, très vite. Et j'avais pas de notice, pas de mode d'emploi, pas de CR code pour aller chercher justement les bonnes infos au bon endroit. Donc, j'ai fait comme beaucoup. J'ai eu le réflexe Google, ChatGPT, on en parlait. Et très vite, j'ai compris qu'Internet, c'était un allié, oui, mais ça pouvait être aussi un labyrinthe un peu source d'angoisse, et quand on ne sait pas où chercher l'information notamment. Du coup, tout au long de mon parcours, que ce soit au niveau de l'annonce, la chimio, la chirurgie, l'hormonothérapie, j'ai eu ce besoin de comprendre et de rester en action pour ne pas être spectatrice de ce qui m'est arrivé et être plutôt actrice, entre guillemets, de mon cancer. Et ne pas rester du coup un petit peu sur le bas-côté et laisser les autres prendre en main les choses. Donc moi, je suis là pour partager ce chemin aussi, avec les moments d'ombre, les moments de lumière. Et mon envie de participer, c'était que j'aimerais qu'aucun patient reste seul face à ces questions. Et je suis contente du coup qu'aujourd'hui, vous nous permettiez d'y répondre et que ce soit votre préoccupation aussi. Donc je tiens à vous remercier et autant l'équipe médicale que les organisateurs, parce qu'il y a plein de petits gens autour qu'on ne voit pas, mais sans eux, on ne pourrait pas être là. Et du coup, Octobre Rose me donne cette opportunité de témoigner et de porter aussi la voix des patients. Donc j'espère en tout cas que ça se fera bien. Donc je disais tout à l'heure, au moment de la découverte de la tumeur, je me suis posé plein de questions, et notamment en ce qui concernait la chirurgie. Moi, j'avais l'idée que j'allais devenir une Amazone avec une cicatrice à la place du sein. Et en fait, c'est ce qui revenait quand je faisais les recherches. C'était vraiment ce truc-là de se dire, forcément, il fallait passer par cette étape, il fallait s'y faire. Et c'était comme ça. Donc, chaque site, après, donnait des informations différentes. Et moi, la question que j'ai envie de poser aujourd'hui, c'est comment peut-on s'y retrouver dans toutes ces infos contradictoires sur les techniques chirurgicales? C'est pour ça que je vous regarde. Bon, c'est moi de répondre. Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas une seule manière, et surtout le fait que c'est souvent dans la discussion qu'on va avoir, dans la première discussion qu'on va avoir avec l'équipe médicale, qu'il va y avoir un certain nombre de questions, puisque chaque parcours de soins est différent. Donc, en fait, il n'y a pas forcément une ligne directe, et il faut savoir quel va être en fait le parcours qui va vous être proposé. Donc, j'aurais tendance à dire que la meilleure des réponses va être obtenue lors de la consultation chirurgicale, la première consultation d'annonce du parcours de soins. Mais c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas forcément toujours une uniformité de qualité d'information. Il n'y a pas forcément toujours de la part du chirurgien qui va vous rencontrer la capacité de vous informer de manière satisfaisante. Et je pense qu'effectivement, il est extrêmement intéressant de pouvoir avoir des outils. Il y a une notion aussi qui est une notion de sidération à la consultation, qui est assez manifeste chez les patients. C'est-à-dire que quand on reçoit l'information la première fois,
y a beaucoup d'informations qui sont données. Donc tous ces outils, ça va aider en fait aussi après à prendre le temps d'avoir du recul, pouvoir arriver à continuer en fait à progresser dans son information. Donc la première chose à retenir, c'est que de toute façon, à mon sens, la base, c'est d'abord d'avoir la discussion avec le médecin qui va vous rencontrer, et puis ensuite derrière de s'aider de ces outils pour pouvoir arriver à complémenter son information, à croiser l'information. Il y a un élément quand même à savoir, c'est que l'obligation d'information aujourd'hui est inscrite dans la loi. Depuis maintenant quelques années, il y a une obligation d'information complète de la part des chirurgiens qui est opposable. Et donc aujourd'hui, il y a aussi besoin de la part des patients d'avoir une vraie connaissance de leurs droits, puisqu'en fait, on se rend compte qu'en médecine, c'est souvent les patients qui arrivent à faire basculer un petit peu les habitudes. Et on a beau avoir on va dire des guides de bonne pratique, des recommandations. Malheureusement, il n'y a pas une uniformité toujours dans la qualité des soins qui sont offerts aux patients. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler en fait sur mandat de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, sur une plateforme d'information qui est, à mon sens, aujourd'hui l'outil d'information le plus riche et le plus adéquat dans la capacité à appréhender ce que va être la chirurgie. Donc cette plateforme de l'HAS, donc vous avez le QR code qui est affiché. C'était un travail original puisqu'il y avait des associations de patients, il y avait des experts médecins, oncologues, chirurgiens, il y avait des psychologues qui étaient présents dans ce travail-là. Et donc le principe a été d'essayer de faire en sorte de pouvoir obtenir un document qui soit un peu au-delà d'un document formel descriptif, quelque chose qui soit plus un outil en fait qui permette aux patients de comprendre comment pourrait se passer leur prise en charge. Alors aujourd'hui, pour répondre à la question, on a quand même dans la prise en charge chirurgicale deux grandes options. Il y a l'option chirurgie conservatrice et non conservatrice. On a relativement peu d'outils sur la chirurgie conservatrice. C'est souvent plutôt là des outils qui vont être des outils de description chirurgicale dès lors que la chirurgie va être un petit peu plus technique. Il n'y a pas vraiment d'aide pour arriver à mieux comprendre la prise en charge. C'est essentiellement des documents qui vont s'adresser aux patientes qui vont avoir un traitement non conservateur. Et donc cette plateforme d'information, c'est réellement dédié aux patients qui ont une indication de mastectomie, quelle que soit la modalité de mastectomie, quel que soit le temps de prise en charge, que ce soit dans un schéma où la chirurgie est en premier, dans un schéma où la chirurgie fera suite à la chimiothérapie. Et donc c'est un outil intéressant parce qu'il y a des aides décisionnelles. Ça a été travaillé comme une plateforme qui permet de se poser des questions, permet de se positionner par rapport au choix que l'on va avoir, notamment entre les deux options que l'on va avoir, de choisir de se diriger vers une mastectomie à fini plat ou bien de se diriger vers une chirurgie qui va associer de la reconstruction. Aujourd'hui, de manière globale, il n'y a quasiment plus d'indication formelle d'obliger les patientes à passer par un schéma de mastectomie à fini plat. Dans la plupart des cas, si la patiente le souhaite, elle peut être accompagnée dans un geste de reconstruction. Les indications, les contre-indications de la chirurgie de reconstruction sont maintenant extrêmement limitées. Voilà, et donc cet outil, vraiment, il est intéressant parce qu'il est vraiment une vraie description complète et très actualisée de la prise en charge. Après, vous aurez d'autres informations qui peuvent être fournies dans des sites qui sont des sites de sociétés savantes, puisque vous pouvez avoir en fait un certain nombre de fiches d'informations chirurgicales. C'est obligatoire en fait en chirurgie. On est théoriquement obligé de donner en fait un document aux patientes et aux patients, puisque ça peut être dans un autre cadre que le cancer, avec un descriptif en fait de l'intervention chirurgicale, des risques de complications, des modalités de réalisation de l'intervention chirurgicale, des suites attendues de l'intervention. Donc dans chaque société savante, que ce soit donc pour ce qui est de la chirurgie mammaire, ça va être la chirurgie ça va être la société de scénologie ou la société de chirurgie plastique, il y a un certain nombre de fiches d'information qui peuvent être obtenues. Et puis ensuite, il y a les outils un petit peu plus récents, notamment l'IA qui va être, à mon sens, aussi quelque chose de réellement intéressant. Parce que si on pose la question à un moteur d'IA, souvent il va vous donner des réponses qui sont assez intéressantes, mais qui vont nécessiter de le croiser avec une information médicale.
Et donc le bon combo, c'est une première consultation, une information personnelle et puis une deuxième consultation qui peut permettre ensuite derrière de réellement faire une synthèse en fait de la prise en charge et éventuellement de finir de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Très bien. Vous parliez justement de reconstruction. Il y a des sites, par exemple, qui sont plus ou moins fiables, du coup, qu'on peut être amené à consulter pour ça, si on doit en bénéficier, etc. Et vous disiez aussi que c'était lors de la consultation. Donc, c'est des choses, je suppose, qui peuvent être abordées aussi avec le chirurgien au moment de la consultation. Alors, pour mon cas personnel, dès que j'ai une patiente pour qui on rentre dans un schéma non conservateur, donc qui est souvent plus compliqué à la fois dans l'acceptation pour la patiente et puis dans le schéma thérapeutique qu'on va lui proposer. Moi, j'articule souvent en fait avec deux consultations. Une première consultation où on va aborder en fait la problématique de ce choix thérapeutique. Une phase en fait où je vais renseigner et donner en fait ces liens d'information, donc la plateforme d'information de l'HAS et puis ce site qui a été fait. Alors c'est sponsorisé par un laboratoire Roche, mais en soi c'est un outil d'information qui est assez efficace et qui est bien conçu, qui s'appelle Me Reconstruire, qui avait été fait je crois avec l'Institut Curie. Donc ça, c'est des documents qui vont permettre d'avoir une vraie base d'information. Et puis nous, on a des documents internes qui sont des documents papier. Et donc, on remet aussi nos documents d'information personnelle qui peuvent permettre aux patients comme ça de pouvoir annoter. Et on prévoit avoir une deuxième consultation en fait qui va permettre à ce moment-là de revenir, de lever un certain nombre d'ambiguïtés éventuelles. Je dis souvent le terme de représentation. Donc c'est vrai que les patientes se font souvent une représentation de ce qui va avoir lieu comme prise en charge. Et c'est important d'arriver à travailler ces représentations et à arriver à soit les confirmer, soit au contraire arriver à les mettre en évidence dans leur inexactitude et de pouvoir arriver à donner une information qui va l'expliquer. Merci. Du coup, voilà, on parlait de la chirurgie et des fois avant ou après la chirurgie, il y a les traitements qui arrivent et qui vont nous être administrés. Et du coup, moi, ma question, c'était, la première question, c'est quels effets vont-ils avoir sur moi ? Et comment savoir combien de temps ça va durer? Et il y a plein de choses qui se bousculaient un petit peu dans ma tête. Et évidemment, quand on a le réflexe Internet, on n'a pas toujours les bonnes réponses, mais il y a peut-être des endroits où on peut aller chercher et trouver des informations un peu plus fiables qu'ailleurs. Alors, je rejoins beaucoup de choses de ce qu'a dit Dimitri, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve sur les différents outils dont je vais vous parler, c'est à mettre en relation avec surtout la consultation avec l'oncologue ou le médecin qui aura prescrit, par exemple, les traitements comme de l'hormothérapie, pas toujours prescrite par l'oncologue médical. Mais c'est vrai que dans certains cas, avant la consultation avec le médecin, par exemple, entre le moment où on a le résultat de la biopsie et la première consultation, on peut être amené à les chercher sur Internet. Et il y a quand même des sites de référence pour avoir des informations qui sont fiables, qui sont assez nuancées, assez précises. Et c'est principalement le site de l'HAS et le site de l'INCa, qui sont des sites qui sont affiliés au ministère de la Santé, à l'assurance maladie, et donc qui donnent des informations sur le cancer en général, sur le cancer du sein en particulier, et notamment les traitements dans le cancer du sein localisé, les chimiothérapies, les hormonothérapies, les thérapies ciblées. Avec une part sur les principes des traitements, pourquoi on traite, pourquoi dans certains cas on traite avant la chirurgie, pourquoi dans d'autres cas on traite après, la durée des traitements, mais aussi des fiches plus précises sur les effets secondaires des médicaments en fonction des chimiothérapies ou de l'hormonothérapie. Ça, c'est le premier niveau d'information qui est le plus fiable, hein, donc l'HAS et l'INCa, qui ne sont pas toujours à jour, puisque chaque année, il ne va pas y avoir une mise à jour de toutes les informations. Donc ça, c'est le petit bémol qu'on pourrait apporter, mais ça reste fiable sur les informations qui sont données, sur les informations nuancées et qui s'adressent aux patients. Ensuite, il y aura tous les outils qui sont issus des hôpitaux, c'est-à-dire des centres de lutte, qui souvent ont un site internet avec des fiches d'information sur le cancer du sein, qui renvoient aussi souvent sur les sites de l'INCa ou de l'HAS, et qui en plus, de temps en temps, renvoient sur des liens vidéo. Par exemple, sur YouTube, il y a plusieurs vidéos explicatives sur le cancer du sein, sur les chimios, comment ça se passe, sur l'hormothérapie, comment ça se passe, pour des patientes qui préfèrent avoir
des informations avec justement une visualisation de comment ça se passe une chimio, ce que c'est un porte-cathéter, des choses comme ça. Donc notamment nous, on a un site internet, voilà, et ensuite il y a un niveau encore à côté, c'est tout ce qui va être information délivrée par des collectifs comme les triplettes qui donnent des informations qui sont très fiables et alors spécialisées pour le cancer du sein triple négatif, mais qui sont très fiables, à jour, plus rapidement à jour que par exemple sur l'HAS ou l'INCA, et qui sont aussi utiles. Ce qui est compliqué, c'est avant de voir l'oncologue, comment savoir dans quelle case entre guillemets on est. Et donc c'est des informations qui sont bien faites, mais encore faut-il savoir s'y retrouver. Et donc souvent avoir eu au moins une discussion avec un médecin pour savoir comment rechercher les informations complémentaires. Si effectivement au cours de la consultation, il y a des oublis, on n'a pas bien compris quelque chose, et dans un second temps, on veut comprendre un peu mieux. Et voilà, après pour tout ce qui va être effectivement logiciel d'intelligence artificielle, j'ai un peu essayé moi-même de regarder, c'est franchement pas mal, ça donne des bonnes informations, mais le problème c'est que ça donne des informations qui ne sont pas pensées, on va dire, pour les patientes, c'est des choses qui par proche à proche donnent des informations, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas des choses pensées pour être délivrées aux patientes, même si fondamentalement c'est quand même assez impressionnant. Il peut y avoir des choses un peu inexactes, un peu fausses, donc c'est franchement pas une première approche à mon avis à utiliser, mais ça peut compléter aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Et c'est vrai que c'est aussi un peu plus facile d'y aller par rapport à des sites comme de la HAS ou de l'INCA qui sont pas mal faits, mais qui ne sont pas très ludiques, on va dire. Du coup, on parle des traitements et ce que j'en comprends, c'est qu'il y a aussi un peu de cas par cas et que c'est compliqué du coup d'aller sur un site et de dire exactement moi c'est ça et ça va me correspondre. Mais quand on cherche aussi les différents traitements, il y a beaucoup de sites qui parlent d'essais cliniques. Et là, comment on peut savoir si on peut y participer et comment ça se décide, voilà, parce que ça, pour le coup, Internet ne nous donne pas forcément les réponses non plus adéquates. Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Clinéo dont je vais vous parler. Après, encore une fois, c'est surtout une discussion normalement avec le médecin qui est censé vous donner les possibilités d'inclusion dans des essais. Alors nous, en particulier, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a des médecins dans la région qui ne savent pas forcément quels sont les essais ouverts. Et il y a une plateforme qui est très pratique qui s'appelle Clino.fr qui a été développée par une start-up française notamment. Et il y a un versant patient, un versant médecin. Et pour les patientes, en fait, on rentre des données pas très compliquées sur quel type de cancer on a, quels antécédents on a. Et ensuite, il affiche les essais possibles et les coordonnées des médecins qui ont les essais ouverts dans leur centre. Donc ça, pour les patients, c'est une plateforme qui est franchement très utile pour avoir un premier niveau d'information. Après, bien sûr, il faut aller vérifier que vous rentrez bien dans les possibilités d'inclusion dans un essai. Et donc, forcément, il va y avoir ensuite une communication entre les médecins pour savoir si c'est bien possible. Merci. Du coup, j'ai peut-être des questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions à poser? Si, quand même. Ou des expériences à partager. Oui. Sur vos requêtes Google. Personne n'a essayé d'avoir des informations sur Google ou ChatGPT ou je sais pas. Non? Si, il y a une question. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est peut-être un petit partage d'informations, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, moi, évidemment, j'apporte beaucoup plus de crédit à ce qu'il y a sur les sites que vous avez mentionnés, les sites officiels, en fait, HAS Santé et puis l'INCA. Mais j'ai remarqué aussi que de temps en temps, il y avait des sites, je crois c'est canadiens, qui doivent être québécois, et qui m'avaient l'air, sur certains sujets, mais hyper pointus et mieux renseignés, et peut-être plus agréables à lire que les sites français. Est-ce que vous confirmez que c'est une bonne source aussi, ces sites-là? Ah bon, d'accord, merci.
En tout cas, les Canadiens ont une longueur d'avance. Ouais. Quand on a préparé la réunion, c'est ce qu'on disait. Au Canada, Ouais. il y a vraiment fait. Et ils sont référencés souvent avant les sites français quand on tape sur Google. Ouais. Du coup, c'est dommage qu'en France, on n'ait pas des sites aussi bien faits que les Canadiens. C'est juste une petite... voilà. C'est nos cousins. Mais l'essentiel, c'est que voilà, c'est super. Pas d'autres questions? Bon, ben, Ou Julie, peut-être, tu as d'autres... allez. Avec le micro. Non. Du coup, voilà, on parlait de traitement. Donc moi, pendant la chimiothérapie, je me suis retrouvée avec ce qu'on appelle, je pense un peu tous, le cerveau un peu en gruyère. Donc là encore, Google, ChatGPT, restaient mes amis ennemis. Donc naturellement, pendant mes insomnies, 2 heures du matin, je tapais trou de mémoire, cancer, brouillard cérébral dans la barre de recherche. Et là, j'avais tout et n'importe quoi. Mais moi, ma question, c'était de savoir surtout si j'étais normale. Donc j'allais essayer de creuser un petit peu tout ça, chercher des témoignages, notamment sur les réseaux, et sans toujours trouver des réponses adaptées à mon cas. Et du coup, je me suis demandé, qu'est-ce qu'on peut mettre en place quand on a ces troubles cognitifs? En effet. Alors, on parle de troubles cognitifs légers. C'est pour ça qu'on parle de brouillard. Donc troubles cognitifs légers parce qu'ils ont une durée limite dans le temps et qu'ils sont en général... ils s'arrêtent. Ça veut dire on arrive à y remédier. Alors, en effet, ils sont maintenant identifiés et beaucoup plus discutés, en particulier par les médecins qui sont abordés. C'est assez récent, on va dire, donc quelques années, et ça reste assez récent. Et ils sont en effet dus au traitement, mais pas que. Et c'est le mais pas que qui est important. Et je vais faire un petit pas de côté parce que justement, je ne vais pas me précipiter sur des sites à consulter pour essayer d'y remédier. Avant, il y a quand même finalement des investigations envisagées. Alors avec votre médecin traitant, peut-être dans un premier temps, et l'oncologue ensuite, avec finalement les traitements, ça apporte des troubles cognitifs pour plein de raisons que je ne vais pas étirer ici, mais c'est vrai que ces troubles cognitifs sont aussi là parce qu'il y a d'autres facteurs, et on appelle ça des cofacteurs ou facteurs confondants, qui interviennent, qui sont des facteurs qui sont inhérents à la maladie cancéreuse, comme un contexte inflammatoire, comme des modifications, des perturbations biologiques, enfin un tas d'éléments qui est surtout aussi en lien avec le traitement, mais des facteurs qui sont plus inhérents à l'anxiété provoquée par l'annonce, à la fatigue provoquée par l'arrivée d'un cancer et même avant l'annonce, à des cofacteurs comme de la douleur, éventuellement, c'est pas toujours le cas, à des cofacteurs qui sont aussi sur des éléments plus envahissants psychiques, donc anxio-dépressifs qui peut être présent. Tous ces éléments sont à investiguer avant d'aller chercher finalement des sites pour faire de la remédiation cognitive et travailler sa mémoire ou des processus attentionnels ou les fonctions exécutives qui sont les fonctions supérieures de raisonnement et dont on se sert au quotidien. Donc déjà, investiguer sur ces cofacteurs ou facteurs confondants, peut-être que ça sera plus parlant, qui sont là et qui impactent déjà les capacités cognitives. D'ailleurs, finalement, l'idée c'est d'arriver à consulter ou à investiguer en faisant des consultations spécialisées comme en oncoréhabilitation, pour pouvoir contrôler et contenir ces cofacteurs. Et une fois que les cofacteurs sont mieux contenus, on va dire, on peut essayer, si les troubles cognitifs sont encore là, de se tourner vers les outils numériques. Et là, il y en a quelques-uns en effet. Mais dans la chronologie, il est important d'abord d'investiguer tous ces cofacteurs. D'accord, merci. Mais du coup, au niveau des outils, des différentes applications, vous en avez quelques-uns peut-être à nous citer Alors, pas tellement finalement, Pas mais trop. j'en ai noté quelques-uns. Alors, évidemment qu'on
on aborde, il y a pas mal de choses qui sont... Alors, c'est dommage, je n'ai pas pris mes lunettes, du coup, j'arrive pas à le lire, c'est pas grave. Il y a pas mal de choses qui sont proposées mais sur Internet, mais j'ai pas tous été les tester. Happy Neuron, c'est assez connu. Il y a des référentiels qui sont pas de la remédiation cognitive, mais qui expliquent les troubles cognitifs. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir déjà finalement mieux appréhender et mieux vous adapter et mieux mettre en place des stratégies si vous savez comment ça fonctionne. Donc l'AFSOS propose une maquette qui est très complète, pas toujours très accessible, mais quand même, qui est intéressante à consulter pour comprendre donc ces troubles cognitifs spécifiques au parcours oncologique. Après, évidemment, je vais vous parler de Oncogite, qui est une plateforme de remédiation cognitive qui est la quasi l'exclusivité, ce qui est parce que c'est vrai que l'outil est excellent pour plein de raisons. Il est très accessible, il est varié, diversifié, il est proposé par des professionnels qui encadrent la remédiation cognitive. Il est la plupart du temps en ligne, il y a très peu d'ateliers en présentiel, même s'il y en a quelques-uns. Donc cet outil, finalement, il y a là une disponibilité de créneaux et d'accès à la remédiation cognitive voilà, qui répond vraiment à la demande des patientes. Mais j'insiste sur le fait qu'avant de partir directement en remédiation cognitive ou dans des démarches de cet ordre-là, il est important de contrôler ces cofacteurs parce qu'il est probable qu'avec des facteurs mieux contenus, finalement, les troubles cognitifs s'estompent et disparaissent. Donc, c'est important de le faire les choses dans cet ordre-là. Après, ça ne vous empêche pas d'aller vous stimuler, d'aller et se tenter de faire des exercices de mémorisation ou pour mettre à contribution vos processus attentionnels ou les fonctions d'organisation, de planification, avec tout ce qui peut être à disposition. Mais finalement, on se rend compte très souvent qu'une fois les cofacteurs mieux contrôlés, les troubles cognitifs sont moins importants. À distance des traitements, les troubles cognitifs s'estompent. Il y a une clairance cognitive qui est possible à 2 mois. La moyenne, c'est de 6 mois à 1 an. Et puis, bon, il est vrai qu'avec des traitements qui s'étirent, comme l'hormonothérapie, par exemple, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Alors, jusqu'à 10 ans, oui, c'est vrai. Mais finalement, il y a quand même une clairance cognitive possible. Merci beaucoup. Et alors, très juste, Florence. Alors ça fait partie de l'étape pour, j'aurais dû dire la fatigue. Enfin, peut-être j'en ai parlé, la fatigue sur les cofacteurs, et en effet qui se traite par l'activité physique adaptée avec de très bons résultats. Et d'ailleurs, même en première intention, en général, il est évoqué à l'annonce, en tout cas sur la prise en charge au départ, de prévoir une activité physique adaptée. Parce que ça, pour plein de raisons, qui sont biologiques, qui sont psychiques, mais en effet, bien vu. Merci beaucoup. Donc, j'embraye un peu aussi, moi, avec mon parcours. Donc, effectivement, ces fameux trous de mémoire, etc., qui étaient compliqués. Donc, on parle d'activité physique. Et moi, ça me fait écho aussi à des choses que j'avais trouvées sur Internet par rapport à l'alimentation, notamment, où il y avait plein de choses que je trouvais sur les causes et les méthodes de guérison des alimentations un peu miracles, on va dire. Du coup, je me suis posé la question, tout simplement, est-ce que c'est mon régime alimentaire ou mon style de vie, du coup, qui m'a amené à avoir le cancer? Est-ce qu'il y a de fait des régimes anti-cancer ou des interdits alimentaires, des aliments à éviter, notamment le sucre, par exemple, voilà, plein de petites choses comme ça. Et quoi suivre aussi sans danger, sans se mettre encore plus en danger. Il y a plein de questions. Allez prendre plein. On va essayer de les prendre dans l'ordre. On peut changer, Agnès, comme ça je suis vers l'écran. Donc on va commencer par la première question. Et j'anime des ateliers d'éducation thérapeutique sur le thème alimentation équilibrée et idées reçues, sur le lien justement alimentation et cancer. Et souvent, en début d'atelier, les gens nous disent
que l'entourage, bien attentionné sûrement, leur disent mais le cancer, en gros, il est très en lien avec l'alimentation. Et j'ai entendu à la radio que 40% des cancers pourraient être évités à cause de l'alimentation. Alors souvent, on confond comportement et cancer. Et que nous dit le réseau NACRE? Et si vous avez des questions, le réseau NACRE, ça va être votre Bible. C'est un site vers lequel on oriente les personnes. Donc ce que l'on apprend, c'est que 40% des cancers seraient causés, vous verrez toujours du conditionnel d'ailleurs, par l'exposition à des facteurs de risque évitables. Mais l'alimentation fait partie de ces 40%, mais ce n'est pas 40% en lien avec l'alimentation. Si on creuse un peu, on voit que 8% sont en lien ou seraient en lien avec les boissons alcoolisées. Ce serait le plus gros facteur de risque. 5% l'alimentation est déséquilibrée. Ça veut dire quoi? Alors, NACRE a mis un hamburger, mais l'alimentation déséquilibrée, c'est une alimentation qui n'est pas faite maison, qui ne contient pas de fruits et de légumes et qui est riche en produits, les fameux PUT, produits ultra transformés. Voilà. Après, on voit que 5% seraient liés au surpoids et à l'obésité. Et après, il y a l'inactivité physique et également le fait de ne pas avoir allaité. Mais ça aussi, on en entend beaucoup parler, mais vous voyez que c'est 0,5%. Donc, ces chiffres remettent l'église au centre du village et permettent de rassurer les patientes. Donc, elles n'ont pas créé leur cancer, parce que c'est souvent la formule que nous entendons. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, Julie. Et après, l'autre question, c'était, existe-t-il un aliment anti-cancer? Le chou, il y a 10-15 ans, avait été très à la mode. Il y a des sites internet ou des magazines qui conseillaient de manger du chou à tous les repas. Donc quand on a des nausées en lien avec les traitements, c'est pas réalisable. Et puis c'est faux. C'est-à-dire que l'aliment anti-cancer n'existe pas, l'alimentation anti-cancer n'existe pas non plus. Voilà. Donc quels sont les facteurs nutritionnels pendant et après le cancer qui auraient un rôle? Donc là, vous avez un tableau qu'on peut aussi trouver dans le réseau NACRE. Donc le code de couleur, c'est le orange clair, ça sont des facteurs qui auraient un risque sur la récidive. Donc on retrouve surpoids et obésité. Mais après, sur tout ce qui va la limiter, il y aurait le soja, vert clair, et il y aurait une alimentation riche en fibres qui préviendrait la récidive, un régime pauvre en graisse, consommer de la vitamine C, de la vitamine D et de la vitamine E. Et j'attire votre attention sur le fait que ces 3 vitamines doivent être consommées de façon naturelle. Voilà. Parce qu'en revanche, ce qui a été démontré, c'est que le bêta-carotène consommé sous la forme de compléments alimentaires peut favoriser le développement de certains cancers. Ça a été démontré dans le cancer du poumon. Donc s'il y a un message à faire passer, c'est encore une fois, alimentation variée, équilibrée, avec des fruits et des légumes en particulier, pour augmenter votre consommation de vitamine C, D et E, ça oui. Mais les compléments que vous pouvez trouver en pharmacie, au nom du principe de précaution, on va vous conseiller de ne plus en manger, à part s'il y a une prescription médicale. S'il y a des questions, j'y répondrai après. On y répondra après? Ou maintenant? Oui, maintenant? Allez, on peut. On prend votre question alors. Pardon. Oui. Pour les vitamines, quand elles sont marquées par un médecin, est-ce qu'on peut continuer à les prendre? Oui. D'accord. Oui. Bonjour, vous n'avez pas parlé du tabac? Oui, si on rentre dans le tabac dans les facteurs alimentaires, là, ce sont des chiffres que vous trouverez aussi sur le réseau NACRE, bien sûr. Une deuxième, le soja. À une époque, il était déconseillé à cause de son rôle phytoestrogénique. Tout à fait. Et maintenant, c'est plus... Non, mais on va rentrer dans le détail de tout ça plus tard. Merci. Alors, je devance un peu la question de Julie, oui, sur le sucre.
Ce qu'on entend le plus depuis une dizaine d'années, ce qu'on a le plus en atelier, c'est les questions sur le sucre et sur le jeûne thérapeutique. Donc, quoi répondre aux gens auxquels on a dit faut pas manger de gâteau parce que le sucre irait alimenter la tumeur. Je suppose que ça, vous l'entendez souvent, non, dans votre entourage? Oui. Alors, en l'état actuel des connaissances, le sucre ne va pas nourrir la tumeur comme vous avez pu l'entendre. Ça, c'est faux. Toutes les cellules se nourrissent de sucre. En revanche, ce qui est en train d'être étudié, c'est le sucre consommé en excès. Est-ce que ce mécanisme-là va favoriser les cancers? Donc ça, on ne peut tirer aucune conclusion, c'est à l'étude. Il y a des hypothèses qui disent que le sucre consommé en excès va créer un hyperinsulinisme, va majorer le risque d'obésité, et ceci, ça pourrait avoir un lien, mais le sucre, et c'est souvent le saccharose qui est incriminé, ça n'a jamais été démontré. En revanche, se priver de manger avec un jeûne thérapeutique, ça, il a été démontré que ça va majorer un état de dénutrition qui, lui, peut avoir un impact délétère. Parce que quand on est dénutri, on va moins bien supporter les traitements. Donc, on va réduire sa capacité à les supporter. Donc, pour résumer, le sucre n'a jamais été rien démontré sur son rôle pour développer une tumeur. En revanche, se priver de sucre ou de manger, ça, on sait, en l'état actuel des connaissances, que c'est délétère. Est-ce que j'ai répondu aux questions, Julie? Ça explique un peu que j'avais posé la question comment savoir quoi suivre sans danger. Et finalement, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte aussi. Quoi suivre sans danger? C'est ça. Les grands messages, c'est ne pas s'automédiquer, pas de compléments alimentaires, parce qu'on a vu que c'était pas anodin. Ne pas faire d'alimentation exclusive, parce qu'on n'a pas de recul là-dessus. Voilà. Et après, le réseau NAC a créé 3 documents, 3 flyers qui sont là pour ceux que ça intéresse, sur des thèmes qui intéressent beaucoup de monde. Alors, c'est le thé vert, et Julie m'a dit que ça avait été sa question, le sucre, on en a parlé, et le soja. Je vous rejoins là. Donc pour le soja contient des phytoœstrogènes qui sont proches des œstrogènes. Et pour les personnes qui ont un cancer hormonodépendant, on met un repère de consommation dans la consommation du soja. C'est-à-dire que ce qu'on apprendra si vous regardez le film du réseau NACRA qui est très bien fait, je vous incite à aller voir ce réseau, il y a un repère de consommation qui dit qu'on peut consommer un produit à base de soja, de type dessert à base de soja ou lait de soja, il ne faut plus dire lait de soja, il faut dire boisson à base de soja. Donc c'est un produit par jour et pas tous les jours. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit, mais il faut faire attention à sa consommation. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, Julie? Ok. Merci. Mais du coup, j'ai regardé ces petits flyers là qui seront riches aussi d'informations, je pense. Souvent, on entend parler du curcuma aussi, je me permets, mais en consulte, j'ai beaucoup de questions vis-à-vis du curcuma qui aurait un effet plutôt protecteur. Alors, le curcuma, comme le thé vert, comme l'ail, ça a eu le vent en poupe. Et ça revient souvent comme aliment ou élément anti-cancer. Mais il s'avère que ce type d'aliments ont des interactions avec le traitement du cancer. Donc il faut être très prudent. Et notre équipe de pharmaciennes et le service diététique a rédigé un document pour le risque de consommation de curcuma, par exemple, en excès et l'interaction avec le médicament. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que saupoudrer du curcuma dans vos plats, si vous l'adorez, c'est bon, on ne va pas vous l'interdire. Mais, et c'est la même logique, n'achetez pas de gélules de curcuma et n'en prenez pas tous les jours. Voilà.
Et il y a la pharmacie qui met, alors je ne l'ai pas là, mais je peux l'avoir dans 5 minutes, la pharmacie met à disposition une adresse mail. Et si vous avez la moindre inquiétude sur votre traitement en lien avec un aliment que vous aimez particulièrement, ils sauront vous dire si effectivement vous devez le supprimer ou pas. Il y a déjà 2 messages importants pour le millepertuis et le pamplemousse, par exemple. Alors ne vous inquiétez pas si vous avez pris un demi-pamplemousse ce matin. Hein, c'est à savoir pour des gens qui prennent un demi-litre de jus de pamplemousse, par exemple, tous les jours. Mais si vous avez cette pratique, vous envoyez un message à cette adresse mail en donnant le nom de votre molécule. Oui. Et là, oui. 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 Vous parliez des faveurs de la vitamine C avant le cancer. Par contre, la vitamine C n'est pas fortement conseillée Exactement. pendant le traitement. Donc là, j'ai l'impression qu'on est passé d'un côté à l'autre. Oui, vous avez raison de le resituer. Merci beaucoup. On a parlé de la prévention primaire, c'était ma première diapo. On a parlé de la secondaire et de la tertiaire. Et là, pour finir, on parle des interactions aliments et médicaments. Donc, pour la vitamine C, vous avez raison de le dire, et c'est le même raisonnement. C'est-à-dire, manger des fruits et des légumes pour avoir de la vitamine C en quantité naturelle, c'est satisfaisant. En revanche, pas de complément à base de vitamine C, parce qu'il y a une interaction avec certains traitements, effectivement. Merci d'avoir appuyé là-dessus. Merci. Dans certains sites, aujourd'hui, on conseille des gens atteints du cancer de prendre beaucoup en forme de thé, des feuilles de coroselier. J'aimerais savoir si c'est vraiment prudent ou c'est vraiment conseillé par les médecins, par vous autres. Alors, qui est devant nous. Merci. Il y a des recherches réalisées sur le thé vert et à ce jour, et c'est pour ça qu'un flyer a été fait par le réseau NACRE, on déconseille aux personnes de prendre du thé vert 2 jours avant le traitement jusqu'à 2 jours après le traitement. Voilà. Vous, votre question est portée sur le thé vert ou sur une autre boisson? Votre question, elle portait sur le thé globalement, ou le thé vert? Le thé vert, j'en prends de temps en temps, mais je voudrais savoir parce que les feuilles de coroselier qui sont comme du thé vert sont très aujourd'hui un peu dans tous les sites un peu conseillés aux personnes qu'il faut vraiment les prendre sous forme de thé. C'est-à-dire on les cueille, on les met, on les infuse et puis on peut les boire. On peut boire on peut boire chaud ou glacé, je ne sais pas, ou un peu tout le temps, je ne sais pas, avec des médicaments. Est-ce que c'est conseillé? Alors, ma réponse, le principe de précaution, c'est de vous dire, je ne sais pas, faites attention, et je vous conseille d'envoyer un mail à l'adresse que je peux donner, c'est pharmacie.villehôpitalattaché@ on peut le faire passer -oncopole.fr. Merci. Je regardais où était Élise pour qu'on le mette sur le PowerPoint. Après, si je peux me permettre, attention, il y a beaucoup de sites qui donnent de fausses informations concernant la prise de telle plante, de tel champignon chinois, je ne sais quoi, et la diminution du risque de cancer ou la tolérance au traitement. Il y a beaucoup de fausses informations. Et en plus, ça peut être dangereux pendant le traitement parce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses. Donc, c'est bien d'avoir cette adresse-là, de voir avec son pharmacien ou de voir avec nos pharmaciens spécialisés pour, petit 1, s'assurer qu'il n'y ait pas d'interaction médicamenteuse, que ça ne diminue pas l'efficacité du médicament que vous prenez ou au contraire ne majeure pas sa toxicité. Après, tant pis si ce n'est pas efficace, mais assurez-vous que ce ne soit déjà pas néfaste par rapport au traitement que vous prenez. Ah, pardon. Et c'est pour ça qu'on va faire apparaître à la fin, comme mes collègues, des sites sur lesquels vous aurez des informations validées. Oui, bonjour. Je voulais savoir si les fleurs de bac étaient autorisées
Et je remercie la pharmacie parce que j'ai posé 2 questions et vous êtes très efficace. En moins de 24 heures, vous répondez. Merci de le dire pour mes collègues pharmaciens. Alors, sur les fleurs de bac, je vais vous engager à aller sur Internet, sur le site où on trouve ce document qui s'appelle Traitement anticancéreux oraux, alimentation, phytothérapie et compléments alimentaires. Et vous avez les réponses à votre question. Donc, homéopathie et fleurs de bac, c'est en vert, donc vous pouvez. Oui. Bonjour. S'il vous plaît, est-ce que le jeûne pratiqué par les musulmans, il a le même impact que le jeûne intermittent? Alors là, je ne peux pas vous répondre. Nous, on ne conseille pas le jeûne. Donc, le jeûne pratiqué par les musulmans, je vais le mettre dans le même groupe que les jeûnes globaux. Je n'ai pas de réponse spécifique. On ne le conseille pas. Parce que pour les musulmans, c'est-à-dire il y a en moyenne 16 heures de jeûne, ils ne doivent ni boire ni manger. Je sais bien. Nous, on ne le conseille pas. Donc, il faut s'hydrater. Oui. C'est une obligation de s'hydrater. Oui, D'accord, s'hydrater merci beaucoup. Et s'alimenter. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions pour d'autres experts qui sont aussi sur la table? Voilà, j'ai lu l'article d'un chercheur qui expliquait l'effet cocktail de 3 aliments, qui sont l'alcool, le gras et le sucre. Il expliquait qu'il avait un effet explosif sur le cancer. Comme disait Florence, vous allez trouver beaucoup d'informations sur Internet ou même sur des livres. Il n'y a pas qu'Internet. Et même certains médecins, si je peux me permettre, qui ne sont pas validés. Et il ne suffit pas d'une étude pour avoir une solide certitude scientifique. Si vous consommez trop de gras, trop de sucre et trop d'alcool, vous avez dit, c'est un risque de surpoids parce que c'est quand même des choses caloriques, c'est un risque de surpoids. Et le surpoids fait sécréter un certain nombre de choses qui peuvent favoriser le cancer en amont ou le risque de rechute quand on en a eu un. On peut l'expliquer comme ça, mais c'est pas... Mais attention aux restrictions. C'est ça. En atelier, je vois beaucoup de personnes qui nous remercient à la fin parce qu'on a dédiabolisé le sucre et qui nous disent « je me privais de bons moments avec ma famille, je me privais de manger des gâteaux ». Et pour ne pas être tentée par des gâteaux, je finissais dans ma chambre et elle s'isolait de bons moments conviviaux. Encore une fois, quand on parle de sucre et d'obésité, c'est la dose. Ne vous privez pas de sucre et de bons moments parce que vous avez lu que le sucre va favoriser le cancer, comme on vous l'a dit. Le sucre en lui-même, c'est faux. Cette idée est fausse. Elle circule. Et elle sur le net, circule. et elle est fausse. C'est pas parce que vous allez manger sans sucre que vous allez réduire votre risque de cancer. De plus, ce En fameux... quantité, c'est pas bon, oui. Mais il faut en manger raisonnablement. De plus, ce fameux saccharose qui est décrié, quand on étudie la digestion, l'absorption, quand on mange du saccharose ou des pommes de terre ou des légumes secs, tout se finit sous la même forme. Vu la manière dont le café est vraiment pris dans le monde, je voulais savoir si ça a un impact dans des gens qui sont atteints du cancer. Parce que vous n'en avez pas vraiment parlé tout à l'heure. Non, on ne peut pas parler de tous les éléments, et c'est bien que vous posiez la question. Sur le café, rien n'a été démontré, et je vous invite à aller regarder, quand vous avez une interrogation sur un aliment ou une famille d'aliments, le réseau NACRE, vous tapez sur le moteur de recherche l'aliment que vous cherchez, et vous aurez des réponses. Et si vous n'en avez pas, c'est que rien n'a été démontré. Merci. Vous interrogez d'autres experts.
souvent, il n'y a pas grand-chose de démontré. Bonjour, moi j'aurais juste une question, savoir si un choc émotionnel peut déclencher un cancer. Enfin, ce n'est pas moi qui vais répondre. À notre connaissance, non, il n'y a pas du tout de données qui puissent conclure à ça. Donc, non, on peut pas le dire, non, parce que ça n'a pas du tout été démontré, non. Pour le coup, je vous invite à écouter le podcast Vulnérable mais pas coupable qui aborde vraiment ce sujet de manière intéressante, sur un format intéressant, et vous trouverez vos réponses avec toutes ces injonctions paradoxales qui en fait ont la vie dure. Voilà. La référence est sur le... Puisqu'on est sur la partie informatique, et je vais vous donner un site dont j'ai pris connaissance à l'occasion des ateliers thérapeutiques à l'Oncopole, qui est un site américain qui s'appelle Food for Breast Cancer. Alors, il est tout en anglais. Par contre, il est assez difficile d'arriver à faire le pendant entre les bons et les mauvais parce qu'il les liste tous. Et donc, il faut arriver à faire le tri. On arrive à faire ce tri et c'est relativement intéressant parce qu'il y a vraiment tous les aliments qu'on peut rencontrer. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Je peux me permettre de vous poser la question. Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce qu'il faut éviter ou privilégier? Ce que j'en ai retenu, c'est ce que j'ai appris en atelier thérapeutique. Ouais. Vous participez à l'atelier. On va avoir des inscrits aux ateliers. D'autres questions sur les autres expertises présentes sur la table ronde? Des questions sur la reconstruction, la chirurgie, sur l'inclusion dans les études cliniques pour la recherche? N'hésitez pas, ils sont là. Hein. Ouais. Ils sont prêts. Je passe le micro, mais il marche. Alors, en ce qui concerne les études cliniques, vous avez parlé du site clineo.fr là, dans une des planches. En fait, je voulais savoir, c'est pertinent que les patients aillent se renseigner de leur côté sur des essais cliniques ou c'est plutôt normalement l'oncologue qui va proposer quelque chose, ou vous pensez que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que ça ne va pas être mal perçu, je veux dire, mal perçu par l'oncologue avec qui on est en consultation en arrivant en disant « Ah, j'ai vu tel essai clinique, est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait me concerner ou m'intéresser ?» Mal perçu, je ne pense pas. Soit il est déjà au courant et en fait, il ne peut pas vous faire entrer dans cette étude parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible, soit effectivement, parce que de temps en temps, il y a certains oncologues qui sont un peu isolés, ils ne savent pas forcément ce qui est ouvert ou pas, et justement, ils peuvent aussi l'apprendre via les patientes, parce que nous, on est une structure particulière, on est beaucoup de médecins, on sait, mais il y a des oncologues qui sont un peu isolés de temps en temps, qui doivent faire beaucoup de choses à la fois, et ils ne peuvent pas être forcément un jour, alors même si en théorie, il faudrait, mais sur tous les essais ouverts, voilà. Donc, je ne pense pas qu'il faille se dire que l'oncologue le prendra mal. C'est plutôt, voilà, si vous avez, vous, êtes intéressé, que vous allez faire la démarche, au contraire, hein, n'hésitez pas. Et en plus... Ouais. Non, vas-y, termine, Vincent, pardon. Donc voilà, et en plus, cette plateforme permet de donner les contacts des médecins qui sont investigateurs des essais. Donc en plus, voilà, c'est pas qu'on mâche le travail à l'oncologue, mais en plus, voilà, ça permet à l'oncologue qui est aussi sur la plateforme de facilement rentrer en contact pour pas devoir passer 50 coups de fil pour avoir l'information. Puis même dans des centres qui font de la recherche comme nous, on a parfois des patientes qui nous disent: est-ce que à Curie, à Villejuif, ailleurs, il n'y aurait pas un essai thérapeutique pour moi? Et on envoie, ça nous arrive, quand on sent les gens motivés pour cette démarche-là, on le prend pas mal du tout. On appelle, on envoie un mail entre guillemets aux copains, collègues en France pour voir s'ils ont un essai clinique. Non, on le prend pas mal du tout. Au contraire, c'est être impliqué dans la démarche thérapeutique, c'est bien. On n'a peut-être pas parlé aussi, il y a des sites de réseau de patientes aussi qui sont... Bon, il y a le site des... Ah, pardon.
C'était la dernière question de Julie. Pardon. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, moi, ce que j'entends surtout, c'est de bien aussi en parler aux médecins qui vous suivent, en fait. Peu importe si vous avez de pas se restreindre dans nos questions en se disant, on peut peut-être heurter la sensibilité du médecin qui est en face de nous. Non, ils sont là aussi pour nous accompagner. Et c'est ce que je comprends aujourd'hui. Il n'y aura jamais de questions bêtes qu'on pourra poser aux médecins. Et du coup, voilà, moi, je parlais tout à l'heure un petit peu de comment j'appelais mon parcours et je parlais de Happy End parce qu'aujourd'hui, je suis en rémission. Et alors, ça implique plein de choses, la rémission, mais en tout cas, c'est déjà un pas vers le mieux. Et sur le coup, une fois que tous les traitements, tout est terminé, moi, je me suis un petit peu sentie lâchée dans la nature. Et j'ai été chercher un peu, une des dernières recherches que j'ai faites, justement, c'est comment vivre après un cancer du sein, n'est-ce pas? Et là, on va trouver plein de forums, mais qui vont être parfois rassurants, donc c'est tant mieux, et souvent anxiogènes. Donc moi, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est y a-t-il des outils numériques fiables pour nous accompagner après la fin des traitements, ou même pendant, du coup? Et comment différencier un forum d'entraide utile, parce qu'il y en a aussi, d'un espace qui peut être anxiogène? Alors, je renouvelle les mêmes sites finalement. Et différencier de ce qui va être anxiogène. Alors le cancer, c'est toujours un peu anxiogène, il ne faut pas non plus le cacher. C'est quand même... il faut rechercher des choses officielles, des choses qui sont nuancées. Attention à aller regarder trop de commentaires personnels qui peuvent marquer, mais qui ne sont pas forcément en rapport avec ce que les patientes vivent, en fait. Et ça va être les plateformes de l'HAS, de l'INCA et surtout les discussions avec les médecins. Et voilà. Oui, c'est surtout ça. Voilà, faire attention à tout ce qui est forum, pas parce que ce que les patientes disent dans les forums n'est pas vrai, mais parce que c'est souvent quelque chose qui va être très biaisé et justement ne va pas forcément refléter sa situation personnelle. Très bien. Alors, je voudrais ajouter un mot parce que j'appartiens à une association de patients en réseau, justement. Donc, il y a le petit badge là que vous avez peut-être vu dans l'entrée. Mon réseau cancer du sein, donc ça existe pour les cancers du sein, les cancers du poumon, les cancers gynéco, les cancers colorectaux, et aussi pour les proches et les aidants. Donc, en fait, je ne sais pas si on peut appeler ça un forum, enfin, c'est un outil informatique dans lequel il y a une fonction forum qui permet de discuter et de trouver des patients avec qui partager des problématiques. Donc, ce que vous dites est tout à fait vrai. Il faut faire attention à soi-même et se protéger, pas y aller tout le temps, parce que de temps en temps, il y a des messages qui sont un peu anxiogènes. Ce que j'ai trouvé moins intéressant dans ce réseau, c'est qu'il y a énormément de groupes et de sous-groupes. Donc, il y a par type de cancer, par sous-type de cancer, par traitement, par phase de traitement, par âge, par composition familiale, par situation vis-à-vis du travail. Et donc, on peut trouver, en fait, dans ce réseau, si on se pose une question à un moment donné et qu'on a un doute, on peut aller dans le groupe qui va bien, donc cancer lobulaire, hormonothérapie métastatique ou je ne sais pas quoi, et on peut dire, voilà, moi j'ai tel traitement, j'ai eu ça, mon oncologue m'a dit ça, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, par exemple? Et souvent là, alors que dans la vie de tous les jours, on ne va pas croiser en général de patients qui ont la même chose que soi, et bien là, sur les milliers de patients qui sont affiliés à ce réseau, on peut trouver 1, 2, 3 personnes qui ont vécu la même chose que nous ou qui sont au même stade, qui sont passés par là et qui vont souvent nous donner des informations au contraire très rassurantes alors qu'on est dans l'angoisse et dans l'inconnu et qui vont avoir un effet de réconfort, un effet de confiance dans le traitement, un effet de confiance dans ce qu'a dit l'oncologue. Et donc, c'est extrêmement précieux. Enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça extrêmement précieux sur ces aspects-là. Et après, donc, mon réseau cancer du sein propose aussi une arborescence de ressources, c'est-à-dire que par thème, on peut déplier un thème cancer précoce ou cancer métastatique, et puis
hormonodépendants ou HER2 ou triple négatif, et puis avec la chirurgie ou l'hormonothérapie, ou etc., avec tout un tas de médicaments. Et là, au bout du compte, on a soit un espèce d'article ou de fiche synthétique qui a été rédigé parfois par l'association, mais sous contrôle d'un comité scientifique, c'est-à-dire que ça a été relu et validé par des médecins. Donc en fait, l'information est fiable et à jour, et peut-être plus rapidement à jour sur certains événements que la Haute Autorité de Santé. Et de temps en temps, ce sont des liens vers des replays ou des podcasts de médecins qui ont fait une petite une allocution là-dessus, etc. Et il y a aussi des thématiques qui ne sont pas liées à la maladie, et ça, c'est super utile, je trouve. Par exemple, les gens qui se posent des questions sur leur retour au travail, sur les aspects juridiques, sur l'aspect de la relation et de la discussion avec les jeunes enfants, ou avec la famille, ou avec les liens sociaux, sur tout un tas de trucs. On peut partager là-dessus. Et il y a aussi des ressources. Par exemple, il y a des ressources de livres qui permettent d'expliquer aux enfants. Il y a tout un tas de trucs. Donc globalement, je pense qu'il y a peut-être tout un tas de forums. Il faut peut-être faire attention. Je pense que le mien est un bon site, même si il n'est pas à consulter tout le temps. Il est à consulter quand on en a besoin. C'est anonyme et gratuit. Si vous voulez avoir plus de renseignements, il y a des flyers dans le couloir tout à l'heure. Et je pense que c'est un bon complément en termes de nécessité d'échange pour un patient avec les consultations oncologues qui sont finalement peu fréquentes et très courtes. Je vous remercie. Je le connais, c'est très qualitativement, c'est très bien. Je confirme, vous pouvez y aller. D'autres questions? Ou Julie ou dans la salle? Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'IA par rapport aux patients, mais là, qu'est-ce que vous auriez à nous donner comme information sur l'IA par rapport à la recherche, par rapport au diagnostic, par rapport à... Où en est l'IA par rapport à... Ah, c'est après, c'est ça? Bon, d'accord. À 15h30 Il faut revenir à 15h30 avec le docteur Camille Franchet qui fait une conférence exprès sur ces avancées qui embarquent l'IA, exactement. Il va surtout vous parler de la NAPAT, mais après, il y a des choses aussi dans le diagnostic, dans la lecture des mammographies. Ça avance petit à petit, bien sûr. Ouais. D'autres questions? Ou témoignages aussi, encore une fois, de ce que vous avez été amené à chercher sur Google ou dans des forums qui vous ont suffi ou au contraire Alors, dans cette logique-là, moi j'ai eu l'occasion d'aller sur un CHU concurrent à l'Oncopole qui s'appelle Gustave Roussy à Paris, et j'avoue que j'ai trouvé sur ce site un PowerPoint qui datait de 2022 et qui m'a énormément éclairé. Bon, après, il a fallu lire les 146 pages, mais je l'ai trouvé très très bien rédigé, et j'en ai également trouvé un sur le site du... Alors, je ne sais pas si c'est un CHU, Paoli Calmette, je ne sais pas si c'est CHU ou pas. Nous, c'est un centre voilà. anticancéreux. Et à peu près pareil, où on trouve des documents relativement bien rédigés, qui ne sont pas rédigés pour des scientifiques ni des professions médicales, qui sont vraiment rédigés pour des particuliers et qui sont très très bien faits. Moi, celui de Gustave Roussy, je l'ai trouvé vraiment je pense que je l'ai regardé dans les 10 premiers jours de ma première chimiothérapie où j'étais complètement largué et perdu. Et ça m'a fait énormément de bien de voir ce qui était dit dedans, comment c'était organisé et autres. C'était vraiment très bien fait. Je suis d'accord avec vous, mais ce sont nos alliés, pas nos concurrents. Tous. Non, mais je veux dire, on travaille, tous ces centres anticancéreux, on travaille ensemble. Et quand on parle d'études cliniques, on a souvent des études cliniques en commun d'ailleurs. C'est vrai que Gustave aussi, ils ont des petites vidéos qui sont vraiment très 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 bien faites. Vraiment très, ils sont très plus bien nombreux, ils ont un service de communication plus nombreux. Voilà. Exactement. Après, ce genre aussi de conférences qui sont filmées et enregistrées génèrent après nous des vidéos qui sont disponibles. Et donc, par exemple, les conférences de l'année dernière sur les thématiques d'hormonothérapie, de vie intime et sexualité, il y avait le TP, enfin bon, toutes les conférences de l'année dernière sont en replay sur la chaîne YouTube de l'Oncopole. Et donc, les conférences d'aujourd'hui vont générer des replays.
y a 15 jours, c'était Septembre Turquoise avec les cancers gynécologiques. Et donc là aussi, ça produit des contenus. Et donc, c'est ces échanges-là. C'est aussi pour ça qu'on vous force à poser des questions pour que ça nourrisse et que les personnes qui regarderont les replays pourront aussi répondre à leurs interrogations. N'hésitez pas à poser vos questions. Même si c'est bientôt l'heure de goûter. Ouais, c'est ça. Il est 15h. Aujourd'hui, je suis suivie en contrôle parce que j'ai un cancer du sein, qui est bien suivi d'ailleurs. Mais est-ce que quand je prends ces médicaments, et comme on découvre qu'il y a un cancer du côlon, est-ce que ce n'est pas le même traitement qui peut agir dans ces deux cancers? Pardon, la question c'est est-ce que le traitement que vous avez peut agir sur deux cancers? Sur cancer du sein, du côlon. Alors, parce que tout dernièrement, moi, j'ai été appelée à faire des tests sur le cancer du côlon. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore je ne ressens rien sur le côlon et tout. Bon, j'ai quand même fait le test. Bon, au cas où. Est-ce que votre chimio peut empêcher l'arrivée d'un autre cancer, c'est ça là? Oui, je voudrais savoir si... alors, ça c'est pas fait pour, donc non. On ne va pas traiter un cancer du sein Oui. comme on traite un cancer du côlon. Ce n'est pas du tout les mêmes médicaments. Et donc, effectivement, les si vous avez une chimiothérapie pour le cancer du sein, une hormono, que ça va vous prévenir du cancer qui va naître dans le poumon, d'un cancer qui va naître dans le côlon. Ça n'a rien à voir. Hein. Non. Il n'y a que l'activité physique qui marche pour tout. Et bien se nourrir, ça marche pour tout, mais le reste, les médicaments, non. On fait une dernière question? Pour faire une suite logique à la question posée par la dame, quelle est la durée de vie des traitements de chimiothérapie dans l'organisme une fois qu'on l'a arrêté, la chimiothérapie? Ça dépend des molécules. La demi-vie est souvent assez rapide, mais il peut y avoir une fraction qui reste un peu dans les tissus et libérée dans un second temps, mais c'est de l'ordre de quelques jours. C'est pas, la chimiothérapie ne va pas rester en vous plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est ça la question que... Après, oui, la toxicité sur les fanères, les cellules qui doivent se renouveler, c'est ça qu'il faut protéger. Mais vous ne la gardez pas une quantité importante dans le sang longtemps après. Enfin, après, ça dépend des molécules. Voilà. Et puis, ça dépend des patients, parce que chaque patient a une pharmaco différente et donc a une fraction un peu différente. Mais voilà. Est-ce qu'il y a, c'est dans le genre fake news peut-être du sucre et tout ça, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur la corrélation entre le vaccin du Covid et la survenue ou l'aggravation de cancer? En tout cas, vu le nombre de données, ça a été vérifié. Et à l'heure actuelle, il n'y a rien qui nous fait dire qu'il y a plus de cancer après. Il y a eu beaucoup de données. Donc, voilà. À l'heure actuelle, il n'y a rien qui le dit. Pharmaco, il y a rien. On se réveille, hein. C'était le postprandial macaron. Bonjour, donc je voulais savoir, il y en a qui font de la thérapie ciblée après la chimiothérapie. Est-ce que c'est assimilé à de la suite de la chimiothérapie ou c'est un autre traitement en fait? Pour l'Herceptin par exemple. On peut continuer l'Herceptin après la chirurgie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la question? C'est est-ce que c'était prévu ou pas? Non, une fois que la chimiothérapie par Portacat est terminée, oui. Il y a des piqûres toutes les 3 semaines en Herceptin.
Est-ce que ça fait partie du protocole de la chimiothérapie? Ça s'appelle chimiothérapie ou c'est encore autre chose? Non, c'est une thérapie ciblée. D'accord. C'est-à-dire que ça cible, contrairement à la chimiothérapie qui cible beaucoup moins et qui est beaucoup plus pour les cellules qui prolifèrent, donc c'est pas ciblé. Les thérapies ciblées ciblent une protéine en particulier qui est responsable des cancers du sein, HER2, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça ciblé. Mais ça fait partie du protocole. Au début, on l'associe avec la chimiothérapie, et ensuite, on la fait sans dans un second temps.